On va commencer ce webinaire. Merci à tous d'être là donc pour ce webinaire sur la RE 2020 qui va nous être présenté par Alvin, qui est notre référent technique national thermique énergétique. Je vous fais juste une petite introduction sur la façon dont ça va s'organiser. Alvin va dérouler sa présentation pendant 40 minutes à peu près. Et ensuite, il répondra à vos questions. Des questions que vous pouvez poser sur le chat au fil de l'eau et qu'on traitera à la fin. Je voulais aussi vous préciser que vous recevrez à l'issue de ce webinaire le replay ainsi que la présentation. Voilà, je vais laisser Alvin prendre la parole. Merci Audrey. Bonjour à tous. Donc vous l'aurez compris, je suis Alvin Abinader et c'est moi qui vais vous présenter ce webinaire sur la RE 2020. Je vais tenter de vous faire ça en 40 minutes, donc on va aller à l'essentiel. Vous verrez qu'il y a pas mal de contenu sur les slides, c'est volontaire. Moi, je vais m'arrêter à l'essentiel dans le cadre de la présentation. Et vous, derrière, quand vous aurez le support, d'ailleurs, vous allez avoir aussi une version longue du support. Vous verrez un peu toutes les pièces du puzzle s'assembler. Comme ça, vous aurez vraiment du contenu de façon plus précise. Hop. Donc, le sommaire, il vous a déjà été partagé, donc je ne m'arrête pas là-dessus. On va commencer avec quelques généralités. Premièrement, par rapport au texte réglementaire, donc si vous ne le savez pas encore, il y a finalement un site du ministère qui est le site RT-RE bâtiment, donc qui regroupe l'intégralité des textes réglementaires en lien avec la RE 2020. Et dedans, je ne vous le présente pas là, mais vous avez le lien en cliquant sur la loupe. Il est assez bien fait dans la mesure où il y a des rubriques intéressantes sur les foires aux questions et sur les documents d'application. Donc, vous vous posez peut-être des questions, elles ont déjà peut-être été posées et elles ont peut-être fait l'objet de précisions. Et donc, en allant sur le site du ministère, vous allez retrouver pas mal d'éléments. Voilà pour la partie texte réglementaire, c'est très succinct. Au calendrier d'application, donc vous le savez déjà, à partir du 1er janvier 2022, les bâtiments d'habitation y sont soumis. Et donc, ça intègre également les parcs de stationnement parce que vous verrez qu'avec la nouvelle approche de la RE 2020, on associe systématiquement les parcs de stationnement puisqu'on va venir s'intéresser à leur éclairage et aux consommations aussi de la ventilation, si elle est mécanique par exemple. 1er juillet 2022, c'était les bâtiments de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire. Donc là, c'était une autre étape supplémentaire qu'on a passée l'été dernier. 1er janvier 2023, donc c'est plus récemment, on a l'entrée en vigueur pour les constructions et les extensions de petites surfaces. Toujours avec, il ne faut pas le perdre de vue, qu'on associe ça avec les bâtiments, usages d'habitation, de bureaux ou d'enseignement. 1er janvier 2023, on va voir aussi qu'on a les habitations légères de loisirs, pas toutes, certaines, qui font entre 35 mètres carrés et 50 mètres carrés. 1er juillet 2023, donc c'est cet été, on va avoir cette fois-ci les constructions temporaires de moins de 2 ans, qui étaient auparavant exclues de la RT 2012. Désormais, elles seront intégrées à la RE 2020. On verra qu'il y a des modalités d'application, ça je vais vous en toucher un mot juste après. Et enfin, 1er juillet 2023, c'est également les habitations légères de loisirs, cette fois-ci celles qui font moins de 35 mètres carrés. On a des dates qui ne sont pas encore connues, c'est l'application pour les bâtiments tertiaires et les autres bâtiments tertiaires, et la mise en place du premier volet des labels. Et donc, vous verrez en 2005, 2028, 2031, on va avoir des renforcements des exigences qui sont prévues sur l'aspect environnemental de la RE 2020. Voilà, on va rentrer un peu plus dans le détail du périmètre d'application. Alors, pour les bâtiments d'habitation, vous le savez, on a les maisons individuelles et logements collectifs. Il y a finalement d'autres usages qui sont associés à de l'habitation. C'est à partir du moment où vous allez avoir des chambres qui sont équipées de cuisine ou de kitchenette. Et finalement, là, le lien qu'il y a à faire, c'est de les considérer comme étant en usage d'habitation collectif. Et donc, on va être concerné quand on a des résidences de tourisme, des foyers de jeunes travailleurs, des cités universitaires, des EHPAD et même des hôtels,
dans la mesure où ces chambres seraient équipées de kitchenette ou de cuisine. Et donc ça, dès le 1er janvier 2022. Donc il ne faut pas l'oublier, on est peut-être déjà soumis finalement au périmètre de la RE 2020 pour ce type de bâtiment. Pour les bâtiments de bureaux d'enseignement primaire et secondaire, il n'y a pas de précision apportée, donc retenez juste 1er juillet 2022. Là, c'est intéressant parce que c'est à compter du 1er janvier 2023, donc c'est très récent. Donc, on va venir aller chercher les constructions et les extensions de petites surfaces. Et donc, on a des précisions finalement par rapport à qu'est-ce qu'une construction et une extension de petite surface. Ces précisions, elles sont données dans l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2021. Et donc, petite construction et petite extension, il faut comprendre moins de 50 mètres carrés, alors qu'initialement, elles étaient exclues du périmètre de l'RT 2012. Maintenant, on va s'y intéresser. On a toujours un cas de figure particulier pour les extensions de maisons individuelles, entre 50 et 80 mètres carrés. Et vous avez les autres extensions qui ont une surface inférieure à 150 mètres carrés et 30% de la surface des bâtiments existants. Et donc là, on va voir finalement, dans la suite de la présentation, qu'on a une modulation des exigences de la RE 2020, des adaptations qui sont prévues pour ces cas de figure. Les habitations légères de loisirs, je ne vais pas m'y attarder parce que je pense que ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Vous devriez être très peu concernés. Sachez qu'il y a 2 dates d'entrée en vigueur, 1er janvier 2023 pour certaines habitations légères de loisirs, je vous l'ai dit tout à l'heure, et il y en a une autre, une deuxième salve, on va dire, à partir du 1er juillet 2023. Les constructions temporaires, donc à partir du 1er juillet 2023, donc là je vous ai dit que c'était une nouvelle approche qu'on avait par rapport à l'RT 2012 qui ne tenait pas compte de ces constructions temporaires. Maintenant, on va venir s'y intéresser. Ce que je peux vous dire, c'est que, a priori, vu que c'est pas entre guillemets contrôlé, maîtrisé par un document administratif au moment du dépôt de permis de construire, etc. Par exemple, le régime des attestations. Finalement, on a encore du mal à entrevoir comment ça va se traduire dans les faits. Je pense que c'est finalement plutôt l'industriel qui va intégrer dans ses process de fabrication des exigences, parce qu'on va voir qu'elles sont, enfin, vous verrez plutôt dans la version détaillée qu'on va vous envoyer que c'est des exigences progressives dans le temps. Et donc, c'est plutôt l'industriel qui va vous mettre à disposition des constructions provisoires, temporaires, qui respectent la réglementation. Et une petite précision, puisqu'il y a peut-être des entreprises générales parmi vous. Donc, j'ai posé une question sur le site du ministère, c'est le Nota Bene 2, et vous voyez qu'en fait, la RE 2020, elle s'applique déjà aux cabanes des chantiers, en poussant le raisonnement. Donc, c'était pour préciser un peu le périmètre des bâtiments. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas soumis à la RE 2020 ? Eh bien, les usages qui ne sont pas encore soumis, on respecte toujours la RT 2012, ça n'a pas changé. Les bâtiments qui n'étaient pas soumis à la RT 2012, puisqu'il y avait déjà des exclusions d'application, c'est par exemple les lieux de culte, pour en prendre qu'un seul, pour en citer qu'un seul. Et ben, en fait, la RE 2020, c'est la continuité, donc finalement, elle ne vient pas combler les trous de la RT 2012. Donc, si on est hors usage, ben, on ne respecte pas la RT 2012 ou la RE 2020. En revanche, il y a une petite nouveauté qui a été introduite avec la RE 2020, c'est que son respect vaut respect de la réglementation RT 2012 ou la réglementation thermique pour les bâtiments existants dans le cadre de travaux de rénovation. Donc, si je respecte les exigences de la RE 2020, finalement, même si mon projet il était soumis à la RT 2012 ou la RT existant, eh ben, je pourrais être conforme en respectant la RE 2020. Donc voilà pour cette première partie sur les généralités. Maintenant, je vais vous présenter les caractéristiques thermiques minimales et les exigences de moyens qui sont imposées par la RE 2020. Donc, je vais vous faire un focus dans le cadre de la présentation que sur les principales évolutions qui sont en grande partie en fait dans la continuité de la RT 2012. Il n'y a pas non plus des nouveautés
de grandes nouveautés. Il y en a quelques-unes, mais ça s'inscrit quand même dans la continuité. Il y en a beaucoup qui sont reprises de l'RT 2012, et ça, vous le verrez dans la version détaillée. Finalement, à chaque fois, je vous ai précisé quand est-ce qu'on avait l'exigence similaire qui existait en RT 2012. Donc voilà, on fait un petit focus sur les nouveautés. Donc l'étanchéité à l'air, pardon, vous connaissez déjà l'exigence pour les maisons individuelles et les bâtiments collectifs d'habitation. Donc le 0,6 et le 1, je pense qu'il parle à tout le monde. Maintenant, il y a quand même une nouveauté. La nouveauté, c'est ici, là, c'est finalement que dans le cadre des mesures par échantillonnage de logement, les valeurs qu'on va mesurer, on va les multiplier par 1,2. Et ça, en fait, finalement, ça induit un renforcement des exigences. Pourquoi? Parce que c'est quand même en pratique ce qu'on fait le plus souvent. On vient faire des mesures par échantillonnage, on ne mesure pas le bâtiment dans son ensemble. Et donc, en fait, le mesureur, quand il va mesurer, par exemple, sur son projet, un échantillonnage de logement, sa conclusion, il va arriver à 0,8. Et bien finalement, 0,8, ce n'est pas cette valeur mesurée qu'on va retenir, c'est 0,08 fois 1,2. Et donc, ça va nous donner 0,96. Donc, 0,96, c'est bon. D'un point de vue exigence minimale, il respecte les 1 très bien. Par contre, si dans l'étude thermique, on avait visé 0,8, c'est pas bon. Il faudra qu'on ait des mesures encore plus performantes pour être conforme par rapport aux objectifs de l'étude thermique. Donc, vous voyez, finalement, on a un renforcement des exigences en logement. Voilà, il y a une petite. S'il y a des travaux qui restent à finaliser après livraison, il y a aussi une pénalité qui est introduite de 0,3. Donc voilà pour les logements. Grosse nouveauté cette fois-ci pour les bâtiments de bureaux ou d'enseignement primaire secondaire. On a une obligation de justification de la valeur de perméabilité à l'air par mesure. Et donc l'objectif est de respecter le Q4 inférieur à 1,7. Donc hors exception, donc IGH et bâtiments de plus de 3000 m², tous les bâtiments de bureaux, enseignement primaire ou secondaire, on va devoir faire des essais de perméabilité à l'air. Donc les 1,7, ils ne sortent pas du chapeau, on va dire. C'est déjà la valeur qui existait par défaut en RT 2012. Mais en RT 2012, elle ne faisait pas l'objet d'une obligation de mesure. Et en gros, je pense que l'administration a dû se rendre compte dans des démarches volontaires que les 1,7, on y était très loin sur les opérations en RT 2012. Donc, ils sont venus introduire cette obligation de résultat pour améliorer finalement la perméabilité à l'air de ce type de bâtiment. Grosse nouveauté également, la vérification des systèmes de ventilation. Donc ça, c'est introduit pour les bâtiments à usage d'habitation. Le maître d'ouvrage doit pouvoir vérifier finalement le bon fonctionnement de ces installations de ventilation. Ça se passe comment? Ça se passe suivant un protocole ventilation RE 2020 qui a été en fait conçu sur la base du référentiel Promovant résidentiel, pour ceux qui le connaissent. Et donc, dedans, on va nous donner toute une méthodologie pour assurer la vérification des installations de ventilation. Ça passe par une pré-inspection documentaire et des vérifications fonctionnelles sur site avec des mesures de débit ou de pression au niveau des bouches. Dans ce protocole, on a des points de contrôle qui sont obligatoires pour prétendre au respect de la RE 2020, et il y en a d'autres, ils sont optionnels, où là, il n'y a pas d'obligation de justifier de la conformité sur ces points-là. Donc, ça, c'est une chose, mais après, il faut se préparer aussi. Il va y avoir aussi tout ce qui est démarche qualité avec des organismes de certification type CERCAL ou Promotelec et j'en passe, qui vont sûrement demander à aller faire vérifier également les points de contrôle optionnels pour la délivrance du label qualité. Donc voilà, ça se fait par des personnes qui sont compétentes et qui disposent de la qualification. Nous, on en a envoyé pas mal, 87-41 de Calibat. Voilà. Alors, exigence de moyens concernant l'isolation thermique.
Donc, les ponts thermiques, vous connaissez déjà, on avait une approche en RT 2012. Je vais vous parler de celle-là dans un premier temps, c'est celle qui est plus facile. On avait un ratio psi qui devait être inférieur à 0,28 à l'époque. Là, désormais, il doit être inférieur à 0,33. Et on avait, donc, ratio psi, c'est les ponts thermiques globaux du bâtiment. Et il y avait également une exigence sur le psi 9. Psi 9, c'est la liaison entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou sur le locaux non chauffés, qui devait être inférieur à 0,6. C'est déjà cette exigence en RT 2012 qui nous avait conduit finalement à recourir à tout un tas de systèmes de traitement des ponts thermiques de ces liaisons. Donc ça existe toujours en RE 2020, mais on a l'introduction d'une nouveauté qui est celle d'en fait la première puce qui nous dit qu'on peut justifier par calcul une température de surface au nu intérieur supérieure à 15 degrés. Donc en gros, on va devoir faire des calculs, des modélisations sur toutes les parois qu'on rencontre, potentiellement aussi tous les ligniques, puisque c'est lié également. Et on doit pouvoir prétendre qu'on arrive à maintenir une température supérieure à 15 degrés. Donc c'est rédigé sous la forme d'une exigence de résultat. J'ai du mal à concevoir comment ça va vraiment se traduire dans les faits. J'en ai aucune idée. Je n'ai pas l'expérience, en tout cas, d'en avoir vu passer. Et donc voilà, je pense que ce qui va être suivi dans un premier temps, c'est finalement ce qui se faisait déjà par le passé. C'est quelque chose qui est connu et maîtrisé, je pense, de tous. Les exigences de moyens concernant l'accès à l'éclairage naturel. Donc là, c'est pareil, il y a une nouvelle approche et il y a une approche qui était déjà connue en RT 2012. Donc l'approche qui est connue en RT 2012, c'est le respect d'une surface minimale de B par rapport à la surface de référence. Donc c'est la règle des 1/6. Celle-ci, vous la connaissiez, je pense, et elle existe toujours. C'est une possibilité. Quand on a des façades, par exemple, bornes, où on a des contraintes d'urbanisme, des façades aveugles, au final, il y a aussi une tolérance qui est donnée via le dernier alinéa que je vous ai présenté ici, par rapport à la surface de B disponible. Et donc, la nouveauté, c'est une exigence aussi de résultat, finalement, c'est d'avoir un niveau d'éclairement minimal par local. C'est ce qui vous est présenté ici. Donc là encore, ça va nécessiter des calculs, des modélisations. J'en ai pas encore vu passer. J'ai des doutes sur la faisabilité au niveau d'un projet. Peut-être qu'il y a des labels qualité qui essaieront de chercher une justification de ce type. En tout cas, c'est une possibilité que la maîtrise d'ouvrage a de justifier le respect des exigences de cet article par ce biais-là. Ça concerne que les bâtiments à usage d'habitation, ça c'est important de le préciser. Et donc là, il y a un alinéa qui est un peu perturbant quand on le lit. C'est le dernier, par exemple. Là, on voit qu'à une distance d'au moins 1 mètre de la façade, une vue sur l'extérieur permettant de visualiser la ligne d'horizon. Donc là, je vous laisse méditer là-dessus. Ça va être assez compliqué de s'assurer tout ça en phase conception. Je passe à la suite. Trop vite. L'exigence de moyens concernant le confort d'été. Donc, le confort d'été, il y avait déjà des limitations sur les facteurs solaires qui étaient exigés en RT 2012, mais ça concernait que les locaux à sommeil. Et on avait en plus une exigence relative à la nécessité de mettre en place une protection solaire mobile. Ça, c'est en RT 2012. Maintenant, avec l'approche RE 2020, on a bien des limitations de facteurs solaires, sauf qu'on s'intéresse à tous les locaux, sauf ceux à occupation passagère. Donc, on s'intéresse à tous les locaux et on n'a plus la notion de protection solaire mobile qui est indiquée. Donc voilà. Je ne vous ai pas précisé, en haut à droite, vous avez à chaque fois un petit tableau. Vous avez la référence de l'article réglementaire en question. Si vous avez besoin d'aller le regarder brut, vous avez la référence qui est notée en haut à droite. Exigence de moyens sur les consommations d'énergie. On a
une nouvelle exigence qui porte en fait sur le déclenchement des automatismes qui engendrent une augmentation des consommations d'énergie. Et donc, en fait, tout automatisme de ce type, il doit être conçu suivant cet article de l'arrêté. Donc, il doit se déclencher que lorsque c'est nécessaire, il doit être temporisé et il doit pouvoir être adapté par les futurs exploitants du bâtiment. Voilà, il y a aussi un autre alinéa de l'article qui porte sur le déclenchement automatique de l'éclairage artificiel. J'ai du mal à le comprendre. J'ai d'ailleurs interrogé le ministère sur le sujet, j'attends une réponse, mais on va voir s'il y a des éléments qui paraissent dans les prochains mois et qui viennent nous clarifier les exigences des automatismes par rapport à l'éclairage artificiel. Voilà, je vous laisse prendre connaissance de tout le contenu à tête reposée à l'issue du webinaire. Donc voilà pour les principales nouveautés dans les exigences de moyens. On va maintenant s'intéresser aux exigences de résultats de la RE 2020. Donc, un préambule qui est toujours important à ne pas perdre de vue, c'est les exigences qui concernent les performances énergétiques. Ça concerne les bâtiments qui sont chauffés à plus de 12 degrés ou refroidis à moins de 30 degrés. Donc, dès qu'on sort de ce périmètre, la réglementation thermique et environnementale ne s'applique pas. Donc, ça, c'est pour le périmètre de la performance énergétique. Maintenant, le périmètre de la performance environnementale. Donc, on va voir qu'on a des exigences de résultats sur le volet environnemental de la RE 2020, c'est la grande nouveauté. Là, on va s'intéresser à tout le bâtiment et non plus seulement à ce qui est chauffé à plus de 12 degrés ou refroidi à moins de 30 degrés. Et donc là, vous avez des extraits de foires aux questions, de questions qui ont été posées au ministère, donc officielles et une que moi j'avais posée de mon côté, et donc qui traduisent en fait le fait de devoir considérer ce qui est pas chauffé, tout simplement. Et donc là, pour le logement collectif, par exemple, dans le calcul de la performance environnementale qui est fait au travers de la RE 2020, on va prendre en compte tout ce qui est locaux non chauffés, type vélo, poubelle. J'ai interrogé le ministère aussi, du coup, ça je vous le précise, je pense que ça peut vous intéresser. Quand on a des configurations de bureaux, des petites, entre guillemets, verrues de bureaux associées à des entrepôts de stockage logistique, donc on mesure bien la problématique de faire un calcul ACV en tenant compte de la partie logistique. Finalement, de la réponse que j'ai eue du ministère, on ne va pas intégrer la partie logistique. On va s'intéresser aux locaux de bureau et les locaux associés à cette activité de bureau. Ça peut être un local archive s'il n'est pas chauffé, mais du coup, ça, on va s'y intéresser. Par contre, tout ce qui est plateforme logistique, ça sera exclu. Donc voilà, c'était un petit préambule. Maintenant, je vais vous énumérer un peu les objectifs qui sont poursuivis par la RE 2020 à travers les exigences qui ont été fixées par l'État. Alors, il y a une première exigence qui concerne l'optimisation de la conception énergétique du bâti. C'est un coefficient que vous connaissiez déjà en RT 2012, c'est le BBio, les besoins bioclimatiques. Il y a une nouveauté dans son calcul, c'est qu'il va intégrer des besoins de refroidissement, même si le bâtiment n'est pas équipé d'un système de refroidissement. Et donc ça va nous contraindre finalement dans la conception à avoir une approche une approche hivernale et une approche estivale dans la conception. Et vous allez voir comment ça s'articule avec le degré-heure, qui est l'objet de l'exigence numéro 2. Donc, on va limiter les situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale. Comment ? On va en fait calculer le degré-heure d'inconfort estival. C'est le DH. Et donc ça, le DH, il exprime la durée et l'intensité des périodes d'inconfort dans le bâtiment sur une année lorsque la température intérieure est supposée engendrer de l'inconfort. On va voir comment c'est fait dans le détail dans une des slides qui va suivre. Et donc cette somme des degrés-heure, si elle est inférieure à 350 degrés-heure, le bâtiment il est confortable et réglementaire. Et là, par exemple, c'est le seul cas de figure où vous n'allez pas avoir de besoin de refroidissement qui sera pris en compte dans le calcul du BBio. Sinon,
Si vous êtes au-dessus de 350 et que vous êtes inférieur à DH max, c'est la valeur référence à ne pas dépasser, qui va être modulée. Hein, tout ça, c'est détaillé dans la version longue. Donc, on aura des critères de confort qui sont respectés, le bâtiment il est conforme. Par contre, on va avoir une augmentation, on va avoir une pénalité finalement forfaitaire de besoin en refroidissement qui sera pris en compte. C'est là où en fait finalement ça va engendrer un impact sur le BBio et sur le CEP, puisqu'on va considérer qu'il y a du froid, même si le bâtiment n'est pas équipé. Donc ça, c'est quand on est dans cet intervalle de valeurs-là. Et par contre, dès que le degré est supérieur au seuil haut DH max, forcément, le confort il est excessif, le bâtiment il est non réglementaire, mais c'est pareil pour tous les autres indicateurs de résultats. BBio, dès qu'on est supérieur à BBio max ou le CEP supérieur à CEP max, on est non conforme de toute façon. Alors, le calcul du degré, très rapidement. Donc, c'est fait avec un scénario météo caniculaire sur la période du mois d'août aussi. Donc, différent de ce qui se fait pour les consommations énergétiques. Et donc, comment ça va être caractérisé? Comment se calcule le degré heure? Ici, en rouge, vous avez la température dite de confort. Et vous voyez que cette température de confort, on dit qu'elle est adaptative parce que finalement, la considération est que quand on est soumis à une grosse période de chaleur, finalement, le corps il va être en mesure d'accepter un inconfort supplémentaire. Et donc, les 26 degrés de référence, finalement, peuvent se transformer à 27, voire 28 degrés. Et donc, cette température-là, il y a sa droite. Et en dessous, vous avez en noir la température du bâtiment. Et dès qu'on va dépasser cette température de confort, limite de confort, on va considérer qu'on est dans de l'inconfort et on va commencer à les sommer. Et on fait ça heure par heure. Après, on les somme sur toute une période et ça nous donne le degré heure de notre opération. Une autre exigence qui porte sur la limitation de la consommation d'énergie primaire. Donc, vous connaissez déjà le CEP inférieur à CEP max. Une nouveauté, c'est le CEP NR pour non renouvelable inférieur à CEP NR max. CEP inférieur à CEP max, c'est un principe qui est conservé de la RT 2012. On a des exigences qui sont renforcées. On va le voir par rapport aux valeurs fixées du CEP max. Une différence dans l'approche par rapport aux énergies renouvelables qui sont captées sur la parcelle, elles ne sont pas comptabilisées à moins qu'elles ne soient auto-consommées. En fait, elles vont être déduites des besoins et du coup, c'est comme ça qu'on a une diminution de la consommation énergétique du projet. Mais si elles sont réinjectées sur le réseau, ce n'est pas pris en compte. Et donc, sur cette approche de CEP, on a aussi des postes de consommation qui sont élargis. Voilà, les nouveaux usages qui sont pris en compte, c'est l'éclairage des parties communes des bâtiments collectifs d'habitation, ascenseur, escalator, c'est ce qu'on va appeler en fait finalement la mobilité interne des usagers. La ventilation et l'éclairage des parkings, j'en ai parlé tout à l'heure. Et là, on a les usages mobiliers du bâtiment, mais ça, c'est un cas de figure particulier. C'est uniquement pour le calcul du taux d'autoconsommation et du taux d'autoproduction des productions locales d'électricité. Donc ça, c'est vraiment une approche fine que vous verrez le cas échéant lorsqu'elle se présentera. Mais en gros, on va venir déduire, c'est que s'il y a de l'autoconsommation qu'on va venir les considérer. Voilà, alors NR inférieur à CEP NR max. Les postes de consommation, ils sont identiques au CEP. Et cette fois-ci, on va prendre en compte uniquement des consommations en énergie qui ne sont pas renouvelables. Et là, vous avez les coefficients de conversion de l'énergie finale en énergie primaire. Donc là, sur la colonne la plus à droite, vous voyez quand on raisonne CEP, et la colonne du milieu, c'est quand on raisonne CEP-NR. Et donc là, si on raisonne CEP, vous voyez, finalement, si on compare les deux, qu'il n'y a que le bois ou les réseaux de chaleur urbains avec une proportion d'énergie renouvelable qui l'alimente, qui ont un intérêt dans l'approche CEP-NR, CEP non renouvelable. Je vais vous donner un exemple tout bête pour que vous puissiez appréhender la chose. Par exemple, si j'ai un CEP max
qui est de 80. Ma consommation, mon CEP, il est de 70. Très bien, je suis inférieur à 80. Je suis conforme sur l'aspect CEP. Par contre, mon CEP NR max, c'est plus 80, ça devient 60. Donc là, mon CEP qui était de 70, si je ne viens pas récupérer de l'énergie non renouvelable, si je n'ai pas une proportion d'énergie renouvelable, pardon, ça va rester 70 et du coup, je serai non conforme. Donc, il faut absolument que j'aille chercher de l'énergie renouvelable pour que dans ma conversion, ça soit plus pris en compte, par exemple, le chauffage bois. Et ben, comme ça, je vais diminuer mes 70 et je vais redescendre, par exemple, à 50. Et ainsi, comme ça, je serai conforme par rapport au CEP NR max. C'est un peu comme ça que ça s'articule pour pouvoir inciter au recours aux énergies renouvelables. Maintenant, vous pouvez très bien avoir des projets qui arrivent à être conformes sur les deux aspects d'entrée de jeu. Petite particularité, vous voyez que le coefficient de conversion de l'énergie primaire en énergie finale en électricité, il est plus de 2,58 comme en RT 2012, il est de 2,3. Donc voilà pour la partie consommation d'énergie. Les exigences 4 et 5, elles portent, c'est la grande nouveauté, sur la limitation de l'impact sur le changement climatique de la construction. En fait, il va y avoir une analyse de cycle de vie qui est faite au niveau du bâtiment. Donc ça part de l'extraction de la matière première des matériaux qui vont constituer ce bâtiment. Donc ça passe après par tous les items, fabrication, transport, mise en œuvre sur chantier, l'exploitation du bâtiment. En fin de vie, on le déconstruit et on regarde, on fait son bilan ACV qui est dit conventionnel de 50 ans. Même si on sait que ça va aller au-delà, c'est à un moment donné pour arrêter dans le temps le calcul et on puisse comparer un peu tout ça. Donc, il va y avoir tout un tas d'indicateurs qui sont par la RE 2020. Et finalement, le ministère, il a mis des niveaux d'exigence que sur 2 indicateurs. Le premier, c'est sur l'impact sur le changement climatique qui est associé aux consommations d'énergie primaire. IC énergie inférieure à IC énergie max. Et donc là, vous avez, finalement, ça reprend les consommations énergétiques du CEP, ça les multiplie par des coefficients, ce facteur d'émission des différentes énergies. Et comme ça nous donne finalement l'impact en kilogrammes CO2 par mètre carré par an de la consommation énergétique dans le calcul ACV du bâtiment sur ces 50 ans. Et donc là, les facteurs d'émission, vous voyez que c'est notamment à cause de ça que c'est un peu difficile pour la filière gaz, on va dire. Enfin, c'est que là, le coefficient, il est de 0,2, alors que pour, par exemple, la biomasse ou l'électricité, il est de 0,0 quelque chose. Donc, on a vraiment une différence de traitement. Je pense que ça va évoluer à terme avec, vous savez, tout ce qui est entrepris par les acteurs de la filière de mettre en place des méthaniseurs sur le réseau gaz, etc., pour essayer de le verdir un maximum. Et je pense faire changer cette valeur-là. Donc, sur le coefficient d'IC énergie, vous avez des seuils d'exigence qui sont progressifs dans le temps, un renforcement qui est progressif dans le temps. Donc, vous voyez, entre 2022 et 2025, on a une première échéance de renforcement, et après, il y en a une autre en 2028. Et donc là, c'est pour ça que, par exemple, notamment, les systèmes traditionnels gaz qu'on connaît, entre 2022 et 2024, il y a certaines configurations qui arrivent encore à passer, mais en 2025, c'est là où ça devient un peu plus délicat, on va dire, et il faut réfléchir à l'approche du gaz qui en est fait. Puisque vous voyez, là, le logement collectif, il passe de 560 à 260. Donc, ce qui est un gap assez important. D'ailleurs, pour les maisons individuelles, vous verrez, le seuil, il n'est pas de 260. Il y a un cas dérogatoire qui nous permet d'aller à 280. Parce que je pense qu'il devait déjà être confronté à des problématiques de conformité sur les premiers permis de construire en maison individuelle RE 2020. Donc ça, c'était l'indicateur IC énergie. Il y en a un autre sur la construction, c'est l'IC construction inférieure à IC construction max. Ça va prendre en compte tous les composants du bâtiment qui sont installés dans l'ouvrage et l'impact du chantier de construction.
Sur l'IC composant, comment c'est pris en compte? On a des données environnementales qui sont hébergées sur la base INIES. Vous avez le lien ici. On le multiplie par un facteur d'adaptation, par sa quantité. Ça nous donne l'impact du composant. Je passe très vite. Donc, ce que je vous l'ai déjà dit, tout ce qui est pris en compte, c'est l'ensemble des composants du bâtiment, les réseaux d'alimentation du bâtiment, les aires de stationnement desservant le bâtiment. Et tous les composants sont attribués, affectés, suivant un allotissement qui est fait et qui est encadré réglementairement par la méthode RE 2020. Il y a aussi une particularité, c'est qu'il y a une hiérarchisation d'utilisation des données environnementales. Vous avez différents types de données environnementales. Vous avez les FDES ou les PEP, donc FDES pour fiches de déclaration environnementale et sanitaire. PEP, c'est profil environnemental produit. Donc, c'est ce qui existe de mieux en termes de fiabilité et de précision de la donnée environnementale. Et après, donc si elles existent, vous sélectionnez ça pour modéliser vos composants. Et après, vous descendez, suivant cette hiérarchisation, avec des FDES ou des PEP majorantes, des données environnementales par défaut ou des lots forfaitaires lorsqu'il n'existe pas de données environnementales par défaut pour le composant que vous cherchez à modéliser. Donc là, je vous ai mis un petit nota. S'il n'y a pas la donnée de données environnementales sur un composant que vous cherchez à mettre en œuvre, ce n'est pas un souci. En fait, il y a une plateforme du ministère qui existe et qui recense toutes les demandes de création de données environnementales. Et le ministère va nous mettre à disposition des données environnementales par défaut, le temps que l'industriel ou le fabricant en produise. Il y a une volonté pédagogique, finalement, là-dessus, dans un premier temps. C'est pareil que pour l'IC Énergie, on a un renforcement des seuils des exigences de résultats sur cet indicateur IC Construction, qui est progressif dans le temps. Et donc, c'est en allant vers 2025-2028 qu'on va vraiment avoir des changements dans nos pratiques constructives. Mais dans un premier temps, les seuils sont un peu placés de façon plutôt pédagogique, je pense, et on arrive encore à voir sans révolutionner les pratiques, à rester conforme. Mais 2025, ça arrive très vite. Donc ça, c'était pour l'IC Construction. IC Chantier, comment ça se calcule? Il y a une façon détaillée, assez floue, on va dire, dans laquelle on doit nous justifier avec des notes de calcul les données d'entrée, donc c'est assez fastidieux. Et il y a une façon très simple, finalement, de le modéliser en renseignant quelques données d'entrée sur des quantités de terre, excavées, évacuées, un nombre d'utilisations de grues, etc. C'est assez simple. Savoir que l'IC Chantier, c'est assez marginal par rapport à l'IC Composant dans le poids de l'IC Construction. Voilà, des indicateurs qui sont calculés à titre informatif. Ils ne font pas encore l'objet d'obligation de résultat. Demain, il y a de fortes chances pour que ça finisse par entrer dans le périmètre, mais on n'y est pas encore. Ça sera pour plus tard. Peut-être qu'il y a des labels qui vont chercher à s'y aventurer. Quelques cas particuliers d'application de la RE 2020. Je vous en avais parlé sur les constructions et les extensions de petites surfaces. Donc, il y a une fiche d'application qui est plutôt bien faite sur le sujet. Je vous ai mis le lien. Je vous invite à aller la consulter si vous êtes concerné. On ne va pas avoir le temps d'aller dans le détail dans le cadre de ce webinaire, mais allez jeter un œil. Finalement, ce n'est pas la RE 2020 telle qu'on peut s'y attendre. Il y a tout un tas de cas spécifiques de traitement. D'ailleurs, je vous ai mis une synthèse ici, un petit tableau synthétique pour les extensions de maisons individuelles, les autres extensions et les petites constructions. Et finalement, la RE 2020 qui nécessite une étude environnementale, vous n'allez pas l'avoir systématiquement dans tous les cas. Vous allez beaucoup avoir des exigences de moyens qui sont ciblés sur l'enveloppe ou sur les équipements. Donc là, il faut vraiment se plonger dans ces cas de figure si vous y êtes confronté. Voilà, des petits mémos pour que vous puissiez retenir l'essentiel de ce que je vous ai dit là. Les exemples d'applications, effectivement, je vais terminer par ça. Donc, encore une fois, dans le temps imparti, ce n'est pas possible. Mais je vous oriente, je vous mets à disposition en fait un lien là dans la présentation qui va vous renvoyer vers des documents qui ont été mis en place par l'AICVF. Et c'est plutôt bien fait.
vous allez retrouver des études de sensibilité des différents paramètres sur le volet énergétique, sur le volet environnemental de la RE 2020. Et ils ont modélisé du coup des maisons, des bâtiments collectifs d'habitation. Vous avez du coup des tertiaires, petits, gros tertiaires, pareil pour l'enseignement. Et donc voilà, ils ont fait tout un tas de calculs, de modélisation pour regarder un peu la sensibilité de chacun des paramètres. Et donc c'est assez bien, c'est même bien fait. Et je vous invite à aller les consulter. C'est toujours, ça peut toujours vous donner des orientations par rapport à ce que vous envisagez dans le cadre de vos projets. Voilà, merci de votre attention. J'ai essayé de faire court dans le temps imparti. Comme je vous le disais, il y a la version longue qui va vous être envoyée. Et donc, voilà, vous aurez davantage de contenu. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis des liens à la fin du document en complément de ceux qui existent déjà dans le support. Alors, du coup, on va passer aux questions, s'il y en a. Oui, merci Alvin. Je les ai mises en favori. Tu les vois? Ok, super. Alors, première question, sur les bâtiments existants, sont-ils également concernés par la RE 2020? Donc, non, hein, les bâtiments existants, ça reste ce qui se fait et ce qui est assez empirique et assez vieux, on va dire, puisque c'est la RT existant globale, je crois qu'il date de 2008. Et après, vous avez sinon, suivant les cas de figure, la RT existant élément par élément, qui est finalement assez caduque, on va dire, puisqu'elle a été révisée, je ne sais plus, je crois que c'est en 2017 ou 2018. Mais voilà. Donc, la RE 2020 ne concerne pas les bâtiments existants. Par contre, on a vu qu'en respectant la RE 2020, on pouvait prétendre au respect de la réglementation thermique des bâtiments existants. Donc, on va au-delà. Bien sûr, on se rajoute des contraintes en respectant la RE 2020 par rapport à la RT existant. Mais voilà, c'est une possibilité. OK. Alors, dans le cadre de bureaux associés à une activité logistique ou autre, y a-t-il un seuil mini de mètres carrés concernant les bureaux? Non. Donc là, vous avez vu que quand on a des bâtiments, donc il faut regarder, hein, c'est pareil, il y a une fiche d'application qui est sur le site du ministère. Si vous rentrez il y a un logigramme qui est plutôt bien fait là-dessus également. Si vous êtes chauffé à plus de 12 degrés, que vous avez un usage qui est couvert par la réglementation environnementale, donc le bureau en fait partie, vous pouvez appliquer la réglementation, vous devez appliquer la réglementation environnementale. Il n'y a pas de surface minimum, puisque vous l'avez vu, à partir du 1er janvier 2023, même les petites constructions de moins de 50 mètres carrés rentrent dans le périmètre d'application de la RE 2020. Donc là, vous allez devoir respecter la RE 2020, mais je voulais préciser aussi, quand vous avez moins de 50 mètres carrés, on a une modulation des exigences qui sont de la RE 2020. Et donc finalement, ce n'est pas la RE 2020 qui nécessite des calculs, une étude thermique et environnementale, un calcul ACV, quand on est inférieur à moins de 50 mètres carrés. D'ailleurs, c'est assez fastidieux, vous verrez, ces cas de figure-là, c'est l'article 50.3 là, de l'arrêté du 4 août 2021. C'est assez fastidieux parce que les exigences de moyens qui sont formulées, ça fait des renvois à la réglementation, à l'arrêté de la RT par élément. Ça fait un renvoi vers les exigences des travaux éligibles à la prime de la transition énergétique. Et en plus, il y a des exigences qui sont dans l'arrêté RE 2020 lui-même. Donc, c'est une usine à gaz. Dans la version détaillée, vous y verrez un peu plus clair, mais c'est assez fastidieux à comprendre et à mettre en pratique. OK. Bonjour, l'obtention de labels type HQE BBCA tels qu'ils sont conçus aujourd'hui est-il suffisant pour être conforme à la partie environnementale de la RE 2020? Bonne question, je n'ai pas de réponse, mais il faut savoir que le volet environnemental de la RE 2020, il s'est construit sur la base de l'expérimentation E+C-.
Alors, je ne saurais pas dire si, quand on respectait, le label, E+ et moins, on d'ailleurs, ils ont fait je l'ai plus en tête, je sais que j'avais regardé des documents sur le sujet. Ils avaient fait des comparatifs, à savoir si ça permettait, enfin, si une opération E+ et moins répondait à la RE 2020, et je crois que c'était pas si simple que ça, finalement, la comparaison. Et donc, voilà, il y a aucune garantie. Et donc, le seul moyen de le savoir, c'est finalement de faire la modélisation ACV suivant la méthode de calcul RE 2020 qui diffère de celle qui existait sur l'expérimentation E+ et moins. S'agissant de l'absence de FDES ou autre, le gouvernement a-t-il une obligation de résultat de réponse? Il me semble qu'il va être rapidement débordé sous les demandes car les industriels ne sont pas encore préparés. Exemple des menuiseries extérieures et plus précisément le cas des murs rideaux bois pour lesquels, à ma connaissance, un seul fabricant. Effectivement, hein, la complétude de la base de données de l'INES, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, hein. Il y a quand même pas mal de composants qui sont pris en compte, mais elle n'est pas exhaustive. Donc, il y a des données qui sont manquantes, et c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Donc, je ne sais pas s'il y a des obligations de la part du ministère. En tout cas, je sais qu'ils ont mis en place la plateforme, c'est MLab. Je vous ai mis le lien dans le document. Vous pouvez aller la consulter, hein. D'ailleurs, elle est ouverte à tous. Et du coup, vous allez y voir justement quelles sont les demandes en cours de traitement. Vous pouvez aller jeter un œil. Et donc, le ministère, après, ils nous répondent. Soit ils trouvent qu'il y a une équivalence ou il y a une existence dans la base de données INES, ou soit ils nous mettent à disposition une donnée environnementale par défaut. Donc, ils ne vont pas le faire dans l'immédiat, hein, ça va prendre un certain temps. Dans un premier temps, ça sera un composant vide qui sera matérialisé dans le calcul ACV par le bureau d'études. Et après, il faudra refaire mouliner une fois que la donnée environnementale par défaut elle est mise à disposition. Donc ça, on va voir, ça va être une base de données qui va être incrémentée au fur et à mesure. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que les seuils, dans un premier temps, ils restent, entre guillemets, il y a une forme de pédagogie, hein, qui est faite pour justement permettre donner du temps aux industriels de se mettre à la page là-dessus. C'est aussi important, pourquoi? Parce que les données environnementales par défaut, elles sont pénalisantes par rapport à une FDES ou une PEP. Enfin, j'ai lu quelques articles sur le sujet. Et finalement, quand l'industriel prenait le temps, avait les moyens également, les ressources, etc., pour définir des FDS ou des PEP, et finalement, on s'apercevait que c'était beaucoup plus intéressant que de recourir à la donnée environnementale par défaut. D'ailleurs, il y a une gymnastique sur les données environnementales par défaut. Aujourd'hui, entre guillemets, il y a une modulation qui est prise en compte dans le calcul de lycée construction. En gros, si on recourt à trop de données environnementales par défaut, on va à un moment donné plus nous pénaliser dans le calcul. Au contraire, on va considérer que ce n'est pas de notre faute. Et du coup, on arrivera à respecter plus facilement le lycée construction, inférieur à lycée construction max. Par contre, quand on va arriver à 2025, je crois que la modulation, elle est neutre, il n'y en aura plus. Et après 2028, de mémoire, là, ça sera pénalisant d'utiliser des DED. Et donc, ça montrera qu'il faut vraiment que le concepteur, il essaye de se rapprocher d'industriels ou de composants qui puissent fournir des FDES ou des PEP. Voilà pour cette question. Je continue. Les changements de valeur des IC sont à prendre en compte au niveau du PC ou à la fin de chantier? Les changements de valeur des IC. Alors, au niveau du PC, normalement, théoriquement, il n'y a pas d'obligation d'avoir réalisé le calcul IC construction ou IC énergie. L'obligation, elle est finalement de pouvoir être en mesure de le justifier à partir de l'ouverture de chantier. Ça, c'est réglementairement, c'est ce qui est écrit. Après, dans les faits, ça n'a pas de sens. C'est en amont, hein, c'est avant consultation des entreprises, etc., qu'il faut arrêter finalement un peu dans le détail tout ce qui va être principe constructif et composants auxquels on va recourir pour faire l'ouvrage si on veut s'assurer de la conformité du projet. Donc voilà, dans les faits, il y a une exigence à partir de l'ouverture de chantier. S'il y a un contrôle CRC ou je ne sais quoi, il peut demander
la fourniture du calcul ACV de la RE 2020. Maintenant, moi, je recommande, je pense, de le faire très en amont le plus tôt possible, finalement. L'usage du béton bas carbone. L'usage du béton bas carbone, il sera intégré. Il y a des configurateurs, ça je vous en ai pas parlé, vous l'avez dans la version détaillée qui va vous être envoyée. Il y a des configurateurs qui nous permettent d'avoir des FDES. D'ailleurs, c'est les industriels, souvent du béton, qui les mettent en place, et aussi du bois. Je vous ai mis des liens, mais vous pouvez les retrouver, hein, les configurateurs qui sont sur la base de données IGNES. Et du coup, ils nous permettent d'avoir des FDES spécifiques au béton tel qu'il soit. Donc, s'il y a recours à des ciments bas carbone, ils pourront les intégrer. On considère les bâtiments industriels et artisanaux comme tertiaires. Oui, de mémoire, c'est la RT 2012 pour ces types d'usages industriels et artisanaux. On n'est pas encore sous le périmètre de la RE 2020. Et donc là, il faut reprendre la RT 2012. Je ne sais plus exactement ce qu'elle définit, mais c'est le même usage. Hein. C'est le même scénario d'usage en RT 2012. Et les bâtiments commerciaux en RT 2012 et leur partie de bureau en RE 2020. Alors, pardon. Quand vous avez ce cas de figure, il y a deux possibilités. Soit vous faites RT 2012 et RE 2020, soit si vous avez une petite zone de bureau, alors la condition, je crois, c'est qu'il faut qu'elle fasse moins de... Enfin, c'est quasiment l'article 1er de l'arrêté, mais je vais dire ça avec des pincettes. Il me semble qu'il faut que ça fasse moins de 150 mètres carrés et 10% de la surface du bâtiment, de l'usage principal du bâtiment, donc les commerces. Si vous êtes dans ces conditions-là, finalement, la petite zone de bureau, vous pouvez la rattacher à la zone commerciale. Et donc, de ce fait, vous ne respectez plus que la RT 2012. Ça, c'est une possibilité. Il y a une question-réponse là-dessus, d'ailleurs, sur le site du ministère. Je vous invite à aller la consulter, comme ça, vous serez sûr de ce que je viens de dire. Comment sera vérifié l'usage de la climatisation dans le cadre d'un dépassement des DH estimés? L'usage de la climatisation dans le cadre d'un DH estimé. Là, j'ai du mal à comprendre la question. Je suis désolé. L'usage de la climatisation. Je vais passer à une autre question. On reviendra dessus si j'ai des précisions entre-temps. Luc, Luc J, si vous pouviez préciser un peu la question. Dernière question là qui est dans le chat. Les seuils carbone autorisent-ils l'usage du béton traditionnel ou le respect de la RE 2020 va obligatoirement conduire à la construction bois-béton bas carbone? Dans un premier temps, de ce que j'ai pu voir passer comme études et les études de sensibilité aussi de la ICVF, il y a même aussi il y a des associations qui regroupent j'ai oublié le nom, mais qui font aussi des études de sensibilité. J'ai plus en tête le nom et j'essaierai de vous remettre le lien si besoin. Donc, a priori, sur les seuils de 2022 à 2024, il y a de la pédagogie, comme je l'ai évoqué. Donc, on peut respecter les lycées construction avec des systèmes constructifs traditionnels. Par contre, c'est plus à partir de 2025 que la question va se poser. Après, il ne faut pas oublier que d'ici 2025, on va avoir aussi davantage de données sur les composants qui seront plus précises, avec des quantités. Finalement, on a vu que les FDS et le PEP étaient plus précises et que ça conduisait à respecter plus facilement les exigences de résultats. Donc, en parallèle, en même temps que la diminution du niveau d'exigence, l'augmentation du niveau d'exigence en diminuant les seuils de conformité, on va avoir davantage de données FDES, PEP,
qui vont faire en sorte qu'on a que notre modélisation ACV elle va être plus précise et plus performante. Donc, on arrivera à respecter. Enfin, il faut voir de l'évolution dans le temps de la base de données, mais je pense qu'on y arrivera quand même. Après, faut pas oublier que c'est un ensemble. Hein. On va aller attaquer. Enfin, on va prendre en compte tous les composants d'un bâtiment. Donc, sur ces 13 lots. Effectivement, le béton, c'est quasiment systématiquement celui qui impacte le plus le calcul, mais on va pouvoir aussi intervenir sur d'autres leviers. Et en gros, ça va être une approche, par exemple sur les systèmes, sur l'enveloppe, les composants de l'enveloppe, qu'on va réussir à justement permettre peut-être plus de carbone sur la partie béton et moins de carbone. Ce sera peut-être plus facile d'aller chercher moins de carbone sur l'enveloppe du bâtiment, sur les corps d'état secondaires. Voilà, il y a eu une précision, merci de Luc. Du coup, donc si le logement utilise plus d'heures, la climatisation pour rafraîchir, plus des 350 heures quand même. Si le logement utilise plus d'heures, la climatisation pour rafraîchir plus des 350, comme vu dans la présentation, par quel moyen sera-t-elle vérifiée ? Il n'y aura pas de... Finalement, il y a aucun moyen de vérification. Hein. Il y a pas de... On est sur de la modélisation théorique. Hein. Donc, attention à... C'est des scénarios conventionnels. Hein. Ça va en aucun cas prédire d'un usage qui sera fait du bâtiment. Un usage réel qui sera fait du bâtiment. Donc, il n'y aura aucun moyen de vérification et de pénaliser une personne sur cet item-là. Après, il faudra voir l'évolution réglementaire dans le temps, mais je pense plutôt plus largement, vous savez qu'on parle d'obligations un peu plus de résultats et de décence, etc. Il y a plein de sujets qui gravitent autour de ça. Et on va voir dans les faits comment la RE 2020 et ses modélisations conventionnelles, ça sera considéré demain. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est en aucun cas une orientation vers des consommations réelles prédites, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, et sinon, auquel cas, vous reviendrez vers nous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je crois qu'on a fait le tour des questions, Audrey, si je ne me trompe pas. Oui, il me semble. Merci, Alvin. Et on est dans le timing, du coup. Dis donc, bravo. Ah, j'ai une autre question. Attends, je te la remets en favori. Sur les ponts thermiques, j'ai cru voir une différence dans les surfaces mentionnées entre surface SRT et surface de référence. Quelle est la différence ? Alors, oui, on peut y répondre. La surface RT, c'était celle qui était utilisée pour la RT 2012. Et maintenant, on a une toute nouvelle surface qui est prise en compte avec la RE 2020. Pour la partie habitation, c'est la surface habitable finalement qui est prise comme référence. Vous avez plus cette notion d'SRT, vous avez la notion de surface de référence. Et surface de référence en RE 2020, c'est la CHAB pour l'habitation. Et c'est la surface utile, donc c'était déjà le cas en RT 2012, pour les autres usages. Donc, elle est là la différence. Et d'ailleurs, c'est intéressant que la RE 2020 maintenant se cale sur la surface habitable, parce que du coup, on a un peu tout ce qui gravite autour de l'énergie qui est mis sur une même base comparative. Par exemple, le DPE, c'est la CHAB. Il ne se base pas sur la SRT, donc c'était important d'homogénéiser. Bon, vous m'avez compris. Voilà, pour cette dernière question, du coup. Merci, Alvin. Je ne vois pas de nouvelles questions arriver, donc on va pouvoir se quitter dans les temps, effectivement. Merci beaucoup, Merci. Alvin, pour cette présentation. Et puis, voilà, comme vous le savez, on va vous envoyer un lien avec un accès au replay et puis le document complet de présentation d'Alvin. Merci beaucoup pour votre présence.